Les 2 premières années de vie d'un enfant nécessitent une nutrition, une alimentation équilibrée afin de réduire le taux de morbidité, de mortalité ainsi que le risque des maladies chroniques. Question de promouvoir une bonne croissance, un meilleur développement sur le plan général. Bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé et nous recevons le docteur Mariska Makosso pour parler de l'alimentation du nourrisson. Elle est pédiatre en fonction à l'hôpital général Adolphe Cissé. Docteur Mariska Makosso, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Vous êtes pédiatre et présidente à l'association Help Children, c'est bien cela? Et bonsoir Laura, comment vous allez? Et vous êtes en fonction à l'hôpital général Adolphe Cissé? Oui, je suis à l'hôpital Adolphe Cissé en pédiatrie, plus précisément aux urgences et en réanimation pédiatrique. Alors, ce qui nous réunit ce soir sur ce plateau, c'est l'alimentation du nourrisson, l'alimentation d'un enfant. De plus en plus de femmes allaitantes défavorisent le lait maternel au profit du lait artificiel, certainement à cause de multiples raisons que nous ne saurons peut-être pas évoquer sur ce plateau. Mais en tant que pédiatre, quelle est votre opinion sur la question ? Bon, c'est vrai que les femmes aujourd'hui disent que parce qu'elles travaillent, parce que ceci, cela, elles privilégient plus le lait artificiel. Mais il faut savoir que le lait maternel, c'est l'alimentation, l'aliment idéal pour l'enfant. C'est le meilleur aliment pour l'enfant. On ne peut pas privilégier le lait artificiel ou autre aliment en défaveur du lait. Parce que le lait artificiel, ça, c'est ce qu'il faut à l'enfant. Vu tout ce que le lait artificiel contient, vu tous ses bienfaits. Le lait maternel. Le lait maternel, plutôt, excusez-moi. Vu tout ce que le lait maternel confond, tous ses bienfaits et tout ce qu'il apporte à l'enfant, c'est le lait idéal. Et moi, je pense que même quand on travaille, on peut se trouver un juste équilibre pour pouvoir vraiment faire que son enfant ait assez de lait maternel. Alors, même quand on travaille, on peut trouver un juste équilibre, mais vous avez des femmes qui vous diront non, pour des questions de forme, pour des questions d'esthétique, en tout cas, je ne préfère pas allaiter, je préfère soumettre mon enfant au lait artificiel. Bon, question esthétique, question de forme, on va se dire que le sein, c'est un muscle. Allaiter ou pas allaiter, il tombera. Ah, allaiter ou pas allaiter, il tombera, il finira par tomber. Il finira par tomber. Donc, pourquoi priver cet enfant-là qui a besoin de ça, dont c'est important pour lui, pour dire que non, je veux juste garder mes seins. On ne gardera jamais les seins droits. Un enfant, et on peut le voir nous-mêmes, on a des enfants à la maison, un enfant de 13 ans, sa poitrine n'est pas la même qu'un enfant de 20 ans. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, c'est un muscle qui va toujours s'affaisser. Donc, il vaut mieux donner ça à l'enfant, quitte après, bon, ça s'affaisse ou pas. On évolue, docteur. Dans cette question de lait maternel, il y a un élément que je voudrais souligner, c'est celui du colostrum. Souvent, on entend parler du colostrum, mais vous avez beaucoup de femmes qui ne connaissent pas l'importance sur ce plateau. Que pouvez-vous nous dire sur ce point? Le colostrum, c'est le premier, on va dire, c'est le premier lait qui sort lorsque l'enfant commence la première tétée. Dès que la femme met au monde, la première fois que l'enfant tire la tétée, le premier lait qui sort, c'est le colostrum. Il est jaune. Ah, il est de couleur jaune. Jaune. Et il contient beaucoup d'éléments nutritifs, plus que le lait après. Voilà. Le lait maternel, parce que quand on fait le colostrum, il y a maintenant un lait maternel qui est tout blanc. C'est vrai qu'il est à quantité, on va dire à qualité égale, mais pas vraiment égale, puisque le colostrum, c'est vraiment le lait qu'il faut à l'enfant. Donc, on ne doit pas jeter ce lait-là. On ne doit pas le jeter, on ne doit pas l'exprimer, dire que non, c'est le mauvais lait. Au contraire, c'est le meilleur lait. Il a plus d'anticorps que le lait maternel qui vient après. Donc, êtes-vous en train de dire que même si un enfant devait être soumis à l'alimentation artificielle, donc le lait artificiel, la maman devrait s'efforcer à lui donner le fils que ce premier lait-là, ce colostrum-là? Oui, oui. Il faut donner ce premier lait à l'enfant. Il faut vraiment le donner à l'enfant parce qu'il en a besoin. Et il faut savoir que le lait maternel, à chaque tétée, il varie de composition. Et cette première composition, elle est idéale pour l'enfant, elle est importante pour l'enfant. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le lait maternel avait beaucoup de bienfaits, beaucoup de qualités. Peut-on savoir de quoi il est question? La première qualité, c'est d'abord la disponibilité. Il est disponible à tout moment. On ne l'achète pas. On n'a pas besoin de le mettre dans un récipient pour le donner à l'enfant. C'est un truc direct. On n'a pas besoin de dire, je vais à la pharmacie, je vais acheter à vous prendre de l'argent. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que déjà, comme la maman allaite son enfant, il se crée un contact. Ce contact, il est important pour l'enfant. Il favorise une relation mère-enfant qui est importante pour l'enfant. En fait. Il y a une relation qui se crée, un lien qui se crée. Pendant l'allaitement, il y a un lien qui se crée entre la maman et l'enfant. Et ça, c'est important pour l'enfant.
Le lait maternel contient des anticorps parce que le nouveau-né concené n'a pas d'anticorps. Et donc, c'est à travers le lait maternel qu'il obtient ces anticorps-là. Donc, le nouveau-né qui est allaité au lait maternel, il a moins de risques de faire des maladies à répétition, de faire des infections, de faire des diarrhées. Parce que le lait maternel, ça ne se manipule pas. Ça se donne directement. Donc, directement. J'ai moins de risques de diarrhée, j'ai moins de risques de constipation. J'ai un lait qui me donne des anticorps, donc me protège contre les infections. Et j'ai un lait aussi qui permet à ce que je me développe. Sur le plan psychomoteur, l'enfant se développe mieux avec le lait maternel. Et en plus, une fois qu'il prend du poids. Ah, l'enfant prend du poids voilà, aussi. il prend du poids. Donc, il y a moins de risques. On va dire, il n'y a pas de risque vraiment de malnutrition, sauf si la position ou la quantité de lait maternel donné n'est pas égale, en fait. Alors, tout à l'heure, vous venez de parler de la position, docteur Mariska. Quelle est la bonne position? Parce que là aussi, il y a un petit souci. Vous avez surtout pour les primipares, hein, les jeunes mamans. Vous voyez, parfois, la tête de l'enfant est penchée. La maman est concentrée à autre chose. Parfois, elle a son téléphone. Voilà. Quelle est la bonne position, en fait? La bonne position, c'est que les fesses de l'enfant se reposent sur la paume de la main de la maman. Ah, les fesses de l'enfant se reposent sur la paume de la main de la maman. Et le ventre de l'enfant contre le ventre de la mère. J'aurais aimé avoir une poupée pour illustrer, mais bon, on va aller. La tête de l'enfant au creux comment on appelle? Du coude. Au creux du coude, excusez-moi. Et bien sûr, la bouche, quand vous le mettez comme ça, vous avez la bouche est directement au niveau du téton. Et donc, il suffit juste qu'il soulève la tête pour pouvoir prendre le téton dans sa bouche. Et lorsqu'il va prendre le téton, il prend non seulement le téton, mais il prend aussi une grande partie du mamellon. Donc, ce qui fait que ça va éviter les risques de crevasse, ça va éviter que la maman ait mal, ça va éviter que la maman ait des plaies tout autour. Donc, ce n'est pas juste le téton qui doit se retrouver dans la bouche. Toute la partie noire. Il y a une partie noire, si je veux, mais il y a une partie toute noire, là, au niveau du sein. Il doit prendre vraiment une grande partie de ça. Et quand l'enfant prend cette partie, vous allez voir que la position étant bonne, il va vraiment bien allaiter et la maman aura moins de douleur, elle aura moins de problèmes. Alors, est-ce pour bénéficier de tous ces nutriments que vous venez de citer, docteur, que l'on recommande de ne pas donner de l'eau à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois? Bon, en fait, le lait maternel en lui-même contient assez d'eau. Ah, il contient assez d'eau? Assez d'eau. Si on prend le lait maternel et qu'on l'exprime dans une bouteille d'1,5 litre, par exemple, 1 litre, c'est que de l'eau. 1 litre, ce n'est que de l'eau. Dans une bouteille d'1,5 litre, 1 litre, ce n'est que de l'eau. Et le demi-litre qui reste, c'est tous les nutriments qu'il faut à l'enfant. Wow. Donc, du coup, pourquoi donner encore de l'eau alors que le lait maternel contient déjà assez d'eau? Et le rein de l'enfant étant déjà immature, ne peut pas déjà avoir la même fonction qu'un rein adulte. Il vaut mieux se limiter juste à donner ce qu'il faut à l'enfant, donc le lait maternel et son eau à l'intérieur déjà. On n'a pas besoin, même quand on dit que non, il fait le hockey parce qu'il a, entre griffes, soif, ce n'est pas parce qu'il a soif qu'il fait le hockey, c'est juste parce que l'enfant, quand il déglutit, quand il prend le sein, il déglutit aussi de l'air en même temps. Ça arrive généralement chez les enfants qui têtent vite. Ils têtent tellement vite qu'ils prennent et le sein, et le lait, et l'air. Et du coup, à la fin, eh bien, l'air doit vouloir ressortir. D'où j'ai le hockey. Mais on dit souvent que le lait chauffe, donc l'enfant transpire quand il prend le lait maternel. Il faudra attendre que le ravitailler, on lui donne un peu d'eau. Et vous avez des mamans qui cafouillent, hein, qui donnent parfois un tout petit peu. Sinon, c'est pas vraiment c'est pas recommandé. Et c'est pas vraiment important de donner de l'eau, déjà que le lait maternel contient assez d'eau. Alors, est-ce le cas pour les bébés nourris au lait artificiel? Parce qu'à côté des bébés nourris au sein, vous avez des bébés aussi nourris au lait artificiel. Est-ce qu'à ces bébés-là aussi, on doit les priver d'eau jusqu'à l'âge de 6 mois? Le lait artificiel est fait avec quoi? À vous de nous le dire. Avec de l'eau. On le prépare avec de l'eau. C'est-à-dire, on prend du lait, on met de l'eau. C'est déjà de l'eau. Ah, docteur. Si. Mais cette fois-là, la quantité, elle sera assez... Le nouveau-né, suffisante? Bien sûr. Le nouveau-né prend ce qu'il doit prendre. À chaque âge de nouveau-né, à chaque jour de nouveau-né, est adapté une quantité donnée de lait. Que ce soit du lait artificiel ou du lait maternel. Du lait maternel. Il sait comment... En fait, le nouveau-né, il sait ce qu'il prend. Ah, le nouveau-né, il sait. C'est pas le nourrisson, mais le nourrisson. C'est-à-dire... Le nourrisson, pardon. Il y a des parents qui vont te dire, docteur, j'ai fait 120, il a pris, mais il a commencé à pleurer. Parce qu'il sait lui-même que, par rapport à mon poids, par rapport à mon âge, les 120 millilitres ne me suffisent pas. Il y a des mamans qui vous diront, mon enfant, pendant la tétée, fait au moins 1 heure ou 2 heures du temps. Parce qu'il doit prendre beaucoup. Mais en fait, déjà, on a dit que le rein du nouveau-né, il est immature. Et donc, on n'a pas besoin de le surcharger encore en eau. Donc, quand je fais mon lait, excusez-moi, artificiel, je le fais avec de l'eau.
Et quand je veux calculer, des fois, dans la journée, cet enfant va peut-être prendre, si on le calcule, 500 ml d'eau, par exemple. Vous comprenez? Un enfant de 5 kilos, il n'a besoin que de 500 ml d'eau aussi dans la journée. Pour un bébé de 5 kilos. Voilà. On aura besoin que de 500 ml d'eau maximum dans la journée. S'il n'a aucun problème, c'est-à-dire s'il n'est pas déshydraté, s'il n'a pas de diarrhée, s'il n'a pas vomi. Et donc, si déjà dans la journée, je lui donne 500 ml de lait que j'ai fait à base d'eau, est-ce que je n'ai pas couvert ses besoins? Certainement que les mamans ont pris bonne note. Alors, quelle doit être la fréquence des tétés? Parce que là aussi, il y a un problème. Est-ce qu'il faut surveiller l'enfant? Est-ce que c'est au gré de la maman? Quelle doit être la fréquence? Moi, je dis souvent aux parents, vous mangez combien de fois dans la journée? Vous mangez quand vous avez faim. La fréquence des tétés, c'est à la demande. À la demande du bébé. Du bébé. C'est-à-dire, autant de fois qu'il demandera, autant de fois il va téter. Ah, ça? Ce n'est pas la maman de dire, je donne à 10 h, je donne à 20 h, je donne à 17 h. Non. Mais quand j'ai donné à 8 h, si dans 2 h ou dans 3 h il pleure, et que j'ai vérifié qu'il n'y a pas un autre problème qui le fait pleurer, c'est-à-dire la couche, elle est sec, l'enfant n'a pas chaud, il n'y a rien du tout, et je donne sa tétée. La tétée, c'est à la demande de l'enfant. À la demande de l'enfant. Pas besoin de le priver, non. Pas besoin de dire, de traiter l'enfant de gourmand. C'est sa nourriture, et bien qu'il le mange. Alors, jusqu'à quel âge doit-on allaiter le bébé, docteur Mariska? L'allaitement, d'abord, il y a l'allaitement maternel, excusez-moi, exclusif. L'allaitement maternel exclusif, c'est jusqu'à l'âge de 6 mois. Jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est-à-dire de 0 jour à 6 mois de vie, je ne donne que le lait maternel. Pas autre chose. Pas d'eau, pas de bouillie, rien du tout. Et après, je poursuis maintenant cet allaitement maternel jusqu'à 2 ans. Vous comprenez? Et de 6 mois jusqu'à 2 ans, je peux ajouter autre chose. Mais donc, j'ai la partie allaitement maternel exclusif qui est à 6 mois. Et l'allaitement maternel se poursuit jusqu'à 2 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 2 ans, l'enfant a le droit de téter. Autant de fois qu'il veut. Autant de fois qu'il veut. Malgré qu'il a des dents et tout, malgré qu'il court. Il a le droit de téter. Waouh. Alors, l'allaitement au sein et artificiel sont les deux grands modes d'alimentation de bébé, nous l'avons dit. Mais peut-on parler de risque ou de danger pour un bébé nourri exclusivement au lait artificiel? Oui, il y a des dangers, il y a des risques. D'abord, le premier risque, moi je dis souvent c'est un danger, c'est la pauvreté. La pauvreté. Pourquoi c'est un danger? Le lait maternel par rapport au lait artificiel, le lait maternel, j'ai dit à peine, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Il est gratuit. Le lait artificiel, il faut l'acheter. Bon, ce parent, le lait artificiel, il coûte 3 000 et quelques ou 2 000 et quelques, ça dépend du type de lait. Ce parent, est-ce qu'il aura les 2 000 et quelques pour l'acheter chaque fois? C'est l'appauvrir, c'est déjà un risque. Et donc, si les parents ne l'achètent pas régulièrement, on voit certains parents qui veulent faire de l'économie avec le lait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup d'eau, ils mettent très peu de lait. Le risque, c'est la diarrhée. Ah. Est-ce que vous voyez la différence? Le risque, c'est la diarrhée. Donc, ces gens d'enfants sont exposés aux diarrhées. Autre chose, la malnutrition, parce qu'après la diarrhée, j'ai la malnutrition qui va intervenir, les infections à répétition. Et, on a bien dit à peine, la maman qui n'a pas de l'argent pour nourrir son enfant, on appauvrit le foyer. Donc déjà, il y a la diarrhée qui est là, la malnutrition, les infections à répétition, les constipations. Ah, les constipations surtout, ça c'est récurrent. Les constipations, c'est très récurrent. Et vous allez voir la maman que vous appelez, docteur, mon enfant n'a pas fait des selles depuis 2 jours, depuis 3 jours. Donc ça, c'est déjà les grands risques qui sont liés à l'allaitement artificiel. Alors, outre le lait maternel et artificiel, il y a un autre mode d'alimentation, celui de la diversification alimentaire, c'est-à-dire l'alimentation qui intervient donc à l'âge de 6 mois. C'est bien cela que savoir à propos. La diversification alimentaire, comme le dit son nom, c'est on commence à diversifier l'alimentation de l'enfant. On introduit autre chose à part le lait maternel et donc on commence à partir de 6 mois. À partir de 6 mois. Dès 6 mois, le parent a le droit d'introduire autre chose que le lait maternel. Donc c'est ça la diversification. Je commence à donner autre chose, mais pas quelque chose de solide, mais d'abord du liquide. On commence par une bouillie légère et au fur et à mesure. On va aller pas à pas sur cette question parce qu'il y a beaucoup de points, il faudra qu'on essaie un peu de résoudre, docteur. Alors, il y a des parents qui, avant l'âge de 6 mois, commencent déjà avec les bouillies. Le raisonnement ou la raison, c'est que l'enfant ne se rassasie pas, l'enfant ne supporte pas le lait, c'est très peu. Il faudra commencer avec le foufou mou, je ne sais pas, des aliments un peu légers. Vous êtes pédiatre, docteur, est-ce un danger, est-ce une pratique à encourager? Ce n'est pas une pratique encouragée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité des enfants malnutris que nous avons dans le service, quand vous revoyez leurs histoires,
ce sont des parents qui ont commencé à introduire très tôt des bouillies. Et c'est quel genre de bouillie qu'on introduit? C'est cette bouillie de maïs qui est fermentée qu'on introduit. Ce n'est que de l'amidon qu'on donne à l'enfant. Vous voyez? Or, cet enfant n'a pas besoin de ça. On peut encore tolérer, mais ça, ce n'est pas aussi à accepter. Bon, à 4 mois, mais il n'y a pas de céréales infantiles à 4 mois. Il n'y a pas de céréales infantiles à 4 mois. Donc, et quand on lit les boîtes de céréales qui sont faites, c'est écrit dès 6 mois. Dès 6 mois. Donc, à 6 mois, cette maman a le droit maintenant d'introduire autre chose que le lait qu'elle donne à l'enfant. Et là, on lui recommande d'introduire des céréales, des petits pots, des purées qu'elle peut faire elle-même à la maison, des petits pots. Des petits pots, du yaourt. Du yaourt. Elle peut commencer déjà dès 6 mois. Mais à 6 mois, c'est d'abord ce qui est recommandé. C'est d'abord une bouillie légère parce qu'on ne peut pas quitter brusquement du liquide au solide. Ah. Il faut faire quand même cette transition-là. Cette transition, elle doit bien se faire. Voilà, il faut bien la faire parce que j'étais habituée à prendre que de l'eau et brusquement me donner le foufou. Parfois du manioc, j'aurai un problème avec la digestion. Ma digestion aura un problème. Donc du coup, quand je finis cette phase de lait, que ce soit maternelle ou artificielle ou mixte, je commence maintenant à introduire la bouillie. La bouillie. Et cette bouillie, elle est légère, initialement légère. Elle n'est pas lourde, compacte, elle est légère. Et on va d'abord avec une bouillie. Là, je vais 6 mois. Et après, à 7 mois, 8 mois, je peux introduire deuxième bouillie. Et je peux aussi commencer en ce moment, à 6 mois, à faire un peu des purées pour essayer aussi de tester les allergies chez mon enfant. Et quand vous parlez de purée... Je peux acheter une banane fruit, je l'émiette avec, je l'écrase avec une fourchette bien mûre et je la rends un peu plus légère, je donne une cuillère à l'enfant, c'est tout. Je peux faire aussi la même chose avec la mangue, une cuillère à l'enfant. Je peux faire la même chose avec la carotte, une cuillère à l'enfant, ainsi de suite. Et à quel moment introduire le poisson, la viande, peut-être la moimbe aussi, hein, parce que vous avez des bébés qui ont déjà des dents à 6 mois, 7 mois. Donc on se dit, dès 9 mois, l'enfant peut être mis sur un plat complet. Ah, pas à 6 mois, mais dès 9 mois. Pas à 6 mois, dès 9 mois, on peut être mis sur un plat complet. Un plat complet, ça contient un féculent, c'est-à-dire soit de la pomme de terre, soit du riz, mais toujours... La pomme de terre, elle sera toujours écrasée. Le riz sera quand même très mou et toujours écrasé. Je peux hacher en ce moment ma viande. Ah, il faut lâcher. Oui, il faut lâcher parce que la viande, l'enfant n'a pas les dents, il ne va pas prendre une viande. Je peux aussi en ce moment prendre mon poisson, l'émietter et vraiment faire hacher et le mélanger à une purée. Je peux aussi en ce moment faire un bouillon de poisson. Ah. J'y mets un peu d'épinards, un peu de la tomate. On n'a pas besoin de mettre du cube, ni du poivre, ni du... Beaucoup d'épices. Non, on n'a pas besoin de ça. Juste mon poisson, un peu d'épinards. J'ai fait mon bouillon. Un peu de tomate. Un peu de tomate. Et après, je prends ma pomme de terre. Je prends soit mon riz. Je peux même faire la pâte de riz. C'est-à-dire le riz, il est très bien cuit avec une spatule. Je la bats, elle devient une pâte. Ouais. Je prends la banane aussi. Je peux faire de la banane que je fais bouillir. Après, je la pile. Et là, je prends un peu. Mais à ce moment-là, la partie féculent, elle est vraiment une petite portion. Ah, une petite portion. Par rapport au poisson et aux légumes que l'enfant doit prendre. Pas besoin de donner à l'enfant des gros morceaux après beaucoup d'eau. L'enfant a un ventre ballonné. Et puis, à 9 mois, c'est des petites quantités. En fait, il faut juste apporter, essayer de faire la transition. C'est une transition progressive qu'on fait à l'enfant. Donc, j'ai cette pâte-là qui, initialement, le repas, il était liquide. Il est devenu semi-liquide, un peu plus lourd. Et après, jusqu'à ce qu'à 1 an, je peux avoir un peu de la mâche dans la bouche. C'est-à-dire, je peux avoir des morceaux à mâcher dans la bouche. Mais pas à 9 mois donner du poulet à l'enfant et puis il va commencer à tirer. Non. Alors, il arrive qu'avant 6 mois, que l'enfant développe des constipations, hein, surtout pour des nouveau-nés. À ce moment-là, pour lutter contre la constipation, est-ce que le parent peut donner soit de l'eau ou peut-être un fruit, genre papaye? Bon, avant 6 mois, effectivement, il y a des enfants qui font des constipations. Mais il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'enfant prend? S'il est sous lait artificiel, c'est tout à fait normal qu'il fasse la constipation. Donc là, c'est son lait. Il faut essayer de voir. Il y a des laits qui sont adaptés pour ce genre d'enfant. On va donner un lait confort, un lait qui va l'aider pour sa digestion. Pour sa digestion. Voilà. Et maintenant, on va voir s'il est nourri que exclusivement au lait maternel, est-ce que la maman n'est pas sujet à des constipations elle-même? Ah. Il faut aussi voir ça et après rééquilibrer la nourriture de l'enfant. Attendez, docteur. Donc, si la maman est constipée... Parce que ça... Attendez. La maman, elle est sujet. Comment, là? Ça se passe comment? C'est que la maman
peut être sujet à des constipations. Le nourrisson sera sujet à ça dépend de ce que la maman mange en fait. Si je mange que tout ce qui peut me rendre constipé, eh bien mon enfant il sera constipé. Parce que les mêmes aliments sont transmis dans le lait maternel. Les mêmes nutriments en fait. Voilà. Vous comprenez? Donc du coup, on demande à la maman de manger tout ce qui va l'aider à bien digérer. Pour que le nourrisson puisse mieux digérer. Maintenant, dès 4 mois, oui, à ce moment, il y a certains moments à 4 mois, on voit que non, la constipation est vraiment importante. On demande souvent à la maman de prendre une cuillère de jus de tomate, de donner à l'enfant. Et ça, c'est vraiment quand on a vraiment vu que non, la constipation est vraiment fréquente et on a essayé d'arranger tout ce qu'il faut. Ça ne marche pas? Ça ne marche pas là, maintenant on peut essayer de... Alors, y a-t-il des notions clés dans cette question d'alimentation du nourrisson que vous aimeriez mettre à la disposition de la population? D'abord, la première notion, c'est l'allaitement mixte. J'en ai parlé initialement sans rentrer en profondeur. L'allaitement mixte, on n'est pas seulement obligé de faire que le maternel exclusif ou que l'artificiel exclusif. On peut les jumeler. Là aussi, ça va aider aussi les parents qui ne peuvent pas avoir le temps que d'allaiter leur enfant. On peut le jumeler. On peut aussi, à ces parents qui travaillent, qui veulent bien allaiter leur enfant, mais qui doivent aller au boulot, exprimer son lait et le garder pour le donner à l'enfant. Donc, il faut que les mamans sachent que moi, maman, si j'ai une bonne montée laiteuse, si j'ai du lait assez en conséquence, je peux exprimer mon sang, je peux exprimer le lait, le déposer dans le frigo pendant 12 heures de temps. Pendant 12 heures du temps. Au frigo. Ou alors le déposer à l'air libre pendant 6 heures de temps. Mais tout en sachant que lorsque je l'exprime, je dois l'exprimer dans un bocal qui est propre. Et à ce moment-là, quand je veux le donner à l'enfant, on le met dans le biberon, quand je veux le donner à l'enfant, il faut le réchauffer ou le tiédir au bain-marie. Là, au moins, la maman sait qu'elle garde du lait avec elle. Elle pourra ne pas donner le lait artificiel à l'enfant, mais là que son lait maternel. Et après, la notion du sévrage. Le sévrage, c'est lorsque j'arrête complètement de donner le lait maternel à l'enfant. Il faut savoir que ce sévrage, comme on l'a dit tout à l'heure, il doit être conduit progressivement et non être brusque. Ah, ça ne doit pas être brusque. C'est-à-dire, on se lève aujourd'hui, on dit, bon, tu ne tètes plus. Ah. Ça, c'est pas bon. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein, ça, c'est pas bon. Parce que là aussi, le risque de malnutrition y est. Ah, ça. On le fait de manière progressive. C'est-à-dire, si mon enfant, il prenait 10 tétés dans la journée, eh bien, je réduis 2 tétés, par exemple. Ah, ça. Je me dis, bon, on va avec 8 tétés. Et au fur et à mesure, je commence à réduire progressivement les tétés jusqu'à ce que je me sois avec une tout en surveillant l'état de l'enfant aussi. Voilà. Et dès que je réduis une tétée, et après, là, je peux arrêter complètement la tétée de l'enfant. Tout en remplaçant chaque fois la tétée par quelque chose. C'est-à-dire, si je peux remplacer la tétée par du lait, un pot de yaourt, un pot de compote, une confiture ou bien un petit pot, en tout cas la bouillie. En tout cas, essayer de réduire, remplacer à chaque fois la tétée par quelque chose. Et tout en sauvant, en respectant le nombre de fois qu'un enfant doit manger. Ça, c'est important. Très important. J'ai besoin au moins que les parents dans le sachent, parce que j'ai besoin au moins d'avoir minimum 5 repas par jour. Minimum 5 repas par jour. Ça, c'est les pour repas un nourrisson. Un nourrisson. Le petit déjeuner le matin, un nourrisson qui a déjà commencé à prendre son repas normalement, j'ai mon petit déjeuner le matin. Ça peut être juste le lait que les parents font ou de la bouillie. À 10 heures, j'ai besoin d'une collation qui peut être juste un petit yaourt. Ce que l'on appelle couramment le goûter, voilà. C'est bien cela. Une collation à 10 heures. À midi, j'ai ce repas qu'on le fait. Un repas complet, comme j'ai dit, céréales, féculents, légumes, poissons ou viande, avec un fruit à côté. Ça fait déjà 3. Ça fait 3. À 16h, 17h, j'ai un goûter. Et enfin, le soir, je peux reprendre mon repas de midi ou alors prendre une bouillie. Ça, c'est pour un enfant de quel âge, docteur, pour plus de précision? À partir de 9 ans, de 9 mois, une année, on peut déjà avoir ça. Mais tout en sachant que dans ces intervalles-là, j'ai la tétée qui est toujours là. La tétée à la demande, ça veut dire que c'est parce qu'il a mangé son repas à 8 heures. Et qui me demande malgré les 5 repas, mais il y a la tétée qui est là. Mais j'ai 12 mois. Vous me demandez de tétée jusqu'à 2 ans. À 2 ans. Mais si j'ai mangé mon repas, mon petit déjeuner, et que j'ai encore envie de prendre la tétée, mais je prends ma tétée calmement. Ça, c'est sans problème. Mais ça sert à quoi à ce moment-là? Puisque apparemment, les nutriments, c'est jusqu'à, on va dire, hein, c'est jusqu'à peut-être 6 mois. Mais après 6 mois, on se dit peut-être que le lait maternel, il n'y a plus grand-chose. Pourquoi continuer à allaiter l'enfant jusqu'à cet âge-là? On dit que jusqu'à 6 mois, le lait maternel couvre tous les besoins de l'enfant. À partir de 6 mois, il ne couvre plus les besoins de l'enfant. Mais l'enfant a besoin jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans de 500 ml de lait par jour. Et peu de parents arrivent à couvrir ces quantités de lait en journalier. Donc, du coup, la tétée elle-même essaie aussi de couvrir cela. Parce que quand on prend le petit pot de yaourt, c'est 100 ml ou 50 ml. Est-ce que ce parent aura l'argent d'acheter le lait? Vous voyez la différence? Donc, du coup, le lait maternel en lui-même, quand je le donne,
je n'ai plus tous les nutriments qui étaient initiaux, mais j'ai quand même encore des nutriments pour l'enfant. Il y a quand même des nutriments. Pour l'enfant, oui. Et sur le psychique, ça agit aussi? Oui, oui. Parce que l'enfant, pour lui, c'est son repas. Et c'est le moment qu'il partage le plus avec sa maman. Avec sa maman. Moi, je dis toujours aux parents, le moment de l'allaitement, c'est notre moment à nous. C'est notre moment à nous les mamans. À nous les mamans. C'est le moment où on crée ce contact, cette relation de confiance, cette relation mère et enfant. Ouais. Il y a une relation de confiance qui se crée. Et quand j'allaite mon enfant, je lui dis tout ce qui est beau. C'est ce que je dis à mes parents. En fait, je lui dis tout ce qui est beau. Docteur Mariska, vous me surprenez. Pendant que j'allaite mon bébé, je ne dois pas être concentrée à mon téléphone. Non. Je ne dois pas être en train de... Mais je dois parler avec mon bébé. Je parle avec mon bébé. Je parle avec mon bébé. Je lui dis tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau. Tout ce que j'attends de mon enfant, je lui parle. Ça, c'est un lien que le papa ne partagera pas avec cet enfant. Mais c'est un lien que moi, je partagerai avec mon enfant. C'est pour ça que la tétée, c'est un moment privilégié pour la mère et l'enfant. Un moment très privilégié. Oui. Et oui, on a constaté que le bébé a souvent les yeux fixés. Rivés sur sa maman. Il ne voit pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Voilà. Il a les yeux fixés et donc, sur sa maman. Moi, maman, je n'ai pas le droit à ce moment de prendre mon téléphone et de faire ça. Non, c'est nous deux. Alors, docteur, nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Le sucre est aujourd'hui incriminé dans la survenue de plusieurs pathologies. Peut-on pour cela faire usage du miel dans la préparation des menus du nourrisson? Le miel chez le nourrisson n'est pas conseillé avant 1 an. Pas avant 1 an? Pas avant 1 an. Et on n'a pas besoin de sucre ajouté aussi avant 2 ans. Pas besoin de sucre ajouté? Avant 2 ans aussi. Bon. Ça veut dire quoi? J'ai parlé à peine de petits pots qu'on peut faire soi-même à la maison. Le fruit, il est déjà sucré. Pourquoi je mettrai encore du sucre dedans? Les laits infantiles sont déjà sucrés. On n'y apporte pas du sucre. Ils sont déjà sucrés? Oui. Donc, on n'a pas besoin... Malgré que le goût est un peu fade, mais il y a du sucre à l'intérieur. Il y a du sucre déjà. La belle preuve, dans le biberon, on met pas du sucre. Et à chaque étape de l'enfant, il y a des laits infantiles qui correspondent à cet âge-là, qui sont déjà sucrés. On n'a pas besoin d'apporter du sucre dans ces menus, voilà. Dans ces menus-là. Mais par contre, oui, même quand je fais ma bouillie aussi, chez un enfant de 6 mois, quand je lui mets mon lait, je n'ai pas besoin d'y apporter du sucre. C'est nous qui voulons apporter, parce que nous, parents, on veut le goût sucré. Le goût sucré. Mais sinon, ce n'est pas recommandé avant 2 ans d'y apporter des sucres ajoutés aux enfants. Et le miel, pas avant 1 année. Pas avant 1 année. Après 1 année possible, on peut mettre du miel après 1 année, mais pas avant 1 année. Et le sucre, logiquement, pas avant 2 ans. Alors, docteur, tout au long de votre intervention, vous n'avez cessé de revenir sur la malnutrition. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faciliter peut-être le diagnostic au niveau du toit parental déjà? Bon, déjà, on a cette habitude d'aller faire des pesées à l'enfant, des consultations préscolaires chaque mois. Si je vois que je vais à une consultation préscolaire aujourd'hui, mon enfant il a 2 mois, mon enfant a pesé 4 kilos. Et je reviens à la consultation préscolaire le mois prochain, mon enfant pèse 3 kilos et quelques, ça va me poser un problème. Il y a problème. Il a perdu du poids. Exactement. Donc déjà la perte pondérale, si l'enfant n'a pas de diarrhée, c'est un problème. J'ai un enfant qui aura des cheveux qui seront un peu soyeux. J'ai un enfant qui aura des pieds un peu grêles, des petits pieds. Déjà, la première des choses, c'est la perte pondérale. Parce que beaucoup de parents... du poids. La perte du poids. Beaucoup de parents viennent pour dire, mon enfant maigrit. Ou mon enfant ne mange pas. C'est nous, généralement, quand on voit les enfants, on se dit, le poids pour l'âge ne correspond pas. Ah, donc le poids doit correspondre à l'âge donné. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque étape, il y a un poids. Un enfant qui naît avec 3 kilos, par exemple, à 3 mois, il doit doubler son poids de naissance. Il doit avoir 6 kilos. Et donc, cet enfant, à 9 mois, il doit tripler son poids de naissance. 9 kilos. 9 kilos pour avoir au minimum, à peu près au moins 10 kilos à l'âge d'1 année. Et le gain pondéral chez un enfant étant de 30 à 35 grammes par jour ou 200 à 250 grammes par semaine. Par mois. Donc, par mois, je pense bien. Vous comprenez? Donc, si déjà à la maison, moi, parent, je sens que mon enfant est en train de perdre du poids, ça doit me tiquer et je dois aller consulter pour cela. Ou le poids n'avance pas, ne monte pas, voilà. Il est stagné. Je dois aller voir le médecin. J'ai un enfant qui mangeait d'habitude très bien, qui ne mange plus, alors qu'il n'est pas malade, je dois aller voir le médecin. Parce que la malnutrition, malheureusement, elle tue. Et cette malnutrition, elle tue la malnutrition. La malnutrition. Parce que la malnutrition, on dit qu'elle fait le lit de plusieurs pathologies. Un enfant qui est malnutri, c'est un enfant qui, moi je dis souvent, maman, baisse ses soldats du corps, les anticorps. Il baisse carrément ses anticorps et du coup, il est sujet à toutes sortes de maladies. Et étant sujet à ces maladies, ça peut facilement entraîner à un décès.
l'enfant. Nous arrivons à la fin de notre entretien, docteur. Un petit mot aux mamans sur l'alimentation du nourrisson. Ce qu'on peut dire aux mamans, c'est d'abord de suivre, se baser sur l'alimentation de leur enfant. Quand je ne comprends pas quelque chose, je m'adresse à un agent de santé. Je ne m'adresse pas à un parent qui va me dire comment donner. Au médecin du quartier. Non. Et surtout, cette bouillie de maïs fermenté, il faut quand même l'arrêter. Ce n'est pas idéal pour un enfant. Et l'allaitement maternel est toujours le meilleur aliment pour un enfant. Et jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Et dès 6 mois, on peut commencer à introduire tout ce qu'on veut comme bouillie à l'enfant. Docteur, merci. Je vous en prie. En tout cas, c'est là que se termine notre entretien qui a porté sur l'alimentation du nourrisson et c'était en présence du docteur Mariska Makosso, pédiatre et présidente de l'association Help Children. Elle est en fonction à l'hôpital général Adolphe Cissé. Urgence Santé, c'est fini pour aujourd'hui et bonne suite de programme sur Lux Télévision.